Mesdames et messieurs les spectateurs, bonsoir. Nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui un invité de marque dans le cadre de la présidentielle 2023. Nous nous apprêtons à entamer avec lui une conversation approfondie sur les enjeux majeurs de la nation, mais aussi sur ses perspectives d'avenir. Nous donnerons donc à notre invité de marque l'opportunité de développer son programme, ses idées, son génie éventuel, et nous lui permettrons de répondre aux questions de journalistes qui, pour ce soir, vont me rejoindre d'ailleurs sur ce plateau. C'est Jacques Moulouba et Myriam Boketou, à qui je demande de venir me rejoindre. Je vous en prie. Merci. Il est candidat indépendant et président du mouvement d'élite pour la démocratie et les vrais changements. Il a décidé de se présenter aujourd'hui à la présidentielle et il veut donc venir ici partager avec toute la nation, avec tout le monde entier ses idées et pourquoi son programme. Il s'appelle Dr Justin Moudekereza, que j'appelle à venir nous rejoindre ici. Bienvenue. Merci donc d'accepter cet exercice qui est républicain, qui correspond donc à la responsabilité politique au plus haut niveau de l'État congolais. Vous avez donc choisi d'être candidat à la présidence de la République, et nous pensons que c'est une ambition sérieuse et qui ne peut être prise qu'au sérieux, non seulement par nous-mêmes en tant que journalistes, mais par les peuples entiers, mais nous pensons que le premier à prendre ça au sérieux, c'est vous-même. Alors, docteur, c'est vrai que ceci n'est pas habituel, mais on est quand même curieux de savoir comment vous vous présentez vous-même. Justin Moudekereza, si on vous demande qui êtes-vous, qu'est-ce que vous direz? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour la question. C'est d'abord un grand honneur d'être ici aujourd'hui et d'échanger avec vous, avec tout le peuple congolais qui nous suit en pareil moment. Et pour me présenter, je dirais que je suis un Congolais, 100%. Et c'est vous, comme d'autres Congolais, qui parlent de 100% de père et de mère. Et donc, je suis un Congolais. Je suis un acteur de développement. Je suis marié à une femme et père de 7 enfants. Et j'ai eu le doctorat en projet de développement, en gestion de projet de développement. C'est ce que je fais. Enfin, le travail de développement a toujours été mon travail depuis que j'étais ici au pays, et je suis allé ailleurs, où je suis allé d'ailleurs comme un réfugié politique, un exilé politique, après des histoires que j'avais connues dans notre pays, torture et tout, j'étais forcé à l'exil. Et là, je dis toujours que Dieu sait pourquoi les choses se font. Il peut utiliser même vos ennemis pour vous bénir. Et cela m'a permis de connaître plus sur les complots internationaux dont notre pays est victime, on va en parler, et à commencer à chercher des solutions pour ces problèmes-là. Et c'est comme ça que je suis venu aujourd'hui comme candidat président de la République et candidat indépendant. Parcours élogieux et légitime, mais entre faire le développement, comme vous le faisiez, faire la recherche scientifique, enseigner ce qui est de l'ordre du normal pour toute personne intellectuelle, et se présenter à la présidentielle, qui est une ambition ultime. À quel moment de votre vie vous avez pensé que c'est une évidence pour moi? Ce n'était pas de la folie. Je pense que là, je dois me présenter à la présidentielle. Merci beaucoup. C'est une question très intéressante. Comme Congolais, comme je l'ai dit, de père et de mère, 100%, j'ai vécu dans notre pays. Tout d'abord, pour la petite histoire, je suis né au Sud Kivu, dans le territoire de Kabare, dans la ville de Bukavu.
Mon père, paix à son âme, Bissimois Victor, était un grand chef coutumier, l'un des chefs de groupement du territoire de Kabare, avec le Moami Kabare lui-même qui porte le nom du territoire et de la chefferie. Et parmi les 14 chefs de groupement, mon père avait plus la confiance du roi, du grand chef coutumier de Kabare. Et à un moment donné, dans un des groupements du territoire de Kabare, qu'on appelle Bougore, vers l'aéroport de Kavumu, vous connaissez notre pays, et il y avait vraiment un désordre terrible. Les gens s'entretuaient, tout ça. Et puis le roi de Kabare, qui est le Moami Désiré Kabare, il est d'ailleurs ici à Kinshasa, enfin son père à l'époque, il a dit, je dois chercher parmi les chefs coutumiers, le 14 chefs coutumiers, qui peut ramener de l'ordre dans ces groupements de Bougore. Et mon père avait été choisi pour aller remettre de l'ordre dans ces groupements qui avaient vraiment été victimes de beaucoup d'insécurité. Les gens s'entretuaient et s'égorgeaient à cause des vaches, des terres, ainsi de suite. Alors, à l'époque, c'était en 1976. C'est à ce moment-là que j'étais né. Et mon père a réussi à stabiliser cet endroit. On lui a donné, on l'a surnommé Mudekereza. Mudekereza en machi signifie stabilisateur. Quelqu'un qui vient lorsque les gens sont en difficulté et directement ils ont la paix. Et c'est comme ça qu'on avait surnommé mon père. Quand je suis né, il m'a donné ce nom. Et toute sa vie, il me disait, mon fils, il faut vivre votre nom. C'est un nom spécial. Alors, comme il était un grand chef, vous voyez les richesses, les femmes, les terres, les vaches. Et quand il est décédé, il avait déjà écrit son testament. Nous avons partagé tel qu'il voulait. Et c'est comme ça que d'autres frères et sœurs, tout le monde a disposé de ce qu'il avait comme il voulait. Ils ont commencé des petites affaires, d'autres ont marié d'autres femmes, ainsi de suite. Mais moi, j'ai décidé de tout vendre, s'il vous plaît, pour commencer une organisation qui assistait les veuves et les orphelins. Et tu sais que dans la partie Est là, il y a eu beaucoup d'affres de guerre, les gens sont morts, sont tués comme pas possible. Et d'ailleurs, là où je suis né, c'est juste non loin du parc national de Kaouzi-Biega, où il y a beaucoup de veuves, beaucoup d'orphelins là-bas. D'ailleurs, si vous voyez les vidéos de mon passage la fois passée, vous allez trouver la majorité, c'est des centaines de milliers de personnes, mais la majorité sont des femmes. Et les amis me demandaient, mais pourquoi ce sont des femmes? Oui, parce que dans ces lieux-là, il y a beaucoup plus de veuves que d'hommes. Alors, et à ce moment-là, j'ai commencé ce travail sans espoir d'être soutenu par qui que ce soit. J'ai été sérieux avec moi-même, je fais le travail très impeccable. Après, je crois 2 ans, les ONG internationales, y compris onisiennes, se sont beaucoup intéressées sur le travail que je faisais. Et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir des financements. J'ai signé des contrats avec presque toutes les organisations onisiennes dans notre pays pour aider les veuves et les orphelins et d'autres victimes de guerre handicapées physiques dans la partie est de notre pays. Et donc, après ça, je vis que mon papa voulait que je puisse suivre, mon nom. Et il est décédé, d'ailleurs, ce que je voulais dire, en 1996, lorsque la fameuse guerre de libération est venue, conduite par les Tutsis du Rwanda. Et c'est là que mon papa est décédé. Et donc, avec tout ce qui se passe dans notre pays depuis tous ces temps jusqu'à aujourd'hui, je me suis dit non, c'est pas possible qu'on continue à vivre dans cette situation. Alors, en 2016, vous vous rappelez, le président Kabila avait refusé d'organiser les élections. Et après cela, il s'était créé beaucoup d'organisations pour faire pression. Et ici à Kinshasa, il y avait même une organisation, un mouvement citoyen qu'on appelait ROSICO, ça veut dire le regroupement des organisations de la société civile du Congo. Ils s'étaient mis ensemble, ils ont fait un comité, puis après ils ont dit, voilà, maintenant que nous avons tout un comité, il nous faut avoir quelqu'un qui est à l'étranger, qui pourra faire le lobbying pour nous. Faire l'écho. Voilà, et c'est comme ça qui m'avait intéressé. J'ai reçu une lettre dans mon email, je dis, oh, mais nous vous avons choisi pour conduire cette lutte. J'ai dit, mais moi je n'ai pas été là. Ils disent, non, nous connaissons des actions que vous avez menées en faveur de la population depuis que vous étiez au pays et même après avoir quitté le pays. Et jusqu'à aujourd'hui, vous êtes aux États-Unis, ce que vous faites là-bas, nous sommes au courant. C'est pourquoi nous voulons vraiment que vous puissiez assister. C'est pour notre mère patrie, tout ça. Alors j'ai beaucoup réfléchi. Et la nuit, parce que je suis toujours inspiré dans tout ce que je fais. Je ne fais rien au hasard. Oui, et c'est comme ça que l'inspiration est venue. J'ai dit, bon, notre pays est dans cette situation.
mais je suis ici aux États-Unis où je vis une vie vraiment... bourgeoise, hein? Voilà. Mais je me dis, mais tous les membres de ma famille sont au pays. Alors, qu'est-ce que je peux faire? J'ai accepté, j'ai dit aux amis, j'accepte. Ils disent, oh, vous êtes l'autorité morale. J'ai dit, non, je n'aime pas ce genre d'appellation, parce que je sais que c'est Made in Congo, c'est pour les politiciens congolais qui ont créé cette histoire d'autorité morale. Moi, j'ai dit, je ne veux pas être une autorité morale. J'ai dit, vous pouvez m'appeler votre chargé des relations extérieures. Et c'est comme ça que j'avais commencé à les aider dans des contacts, les renvoyer un peu d'argent, et ainsi de suite. Jusqu'en 2018, les élections finalement ont eu lieu. Et là, tout le monde s'attendait à un changement dans ce pays. Alors, les élections sont passées, comme vous savez tous les Congolais savent. Bon, je ne vais pas y revenir. Et après les élections, les Rosico a convoqué une assemblée générale. Et la question unique était, nous étions en train de nous battre pour le changement dans notre pays. Est-ce que nous avons eu les changements que nous cherchions à travers ces élections qui viennent de se passer? Alors, la réponse était non. Parce qu'on a vu un président de la République quitter les fauteuils et laisser un autre. Mais le système, comme vous le savez, on a fait l'histoire là de coalitions, je ne sais pas moi comment ils ont appelé ça, FCC, et autres. Donc c'était le même gens qui sont revenus, ainsi de suite. Alors le Rosico a dit, nous continuons la lutte pour les vrais changements parce que ce que nous avons vu est un faux changement. Alors logiquement, bon, comme en philosophie, on ne peut pas parler du vrai lorsqu'il n'y a pas du faux. Ils vous ont donc désigné pour porter les vrais changements. Alors c'est un peu ça. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, au lieu de continuer comme un mouvement citoyen, nous pouvons tout faire pour légaliser un parti politique que nous avons appelé le mouvement d'élite pour la démocratie et le vrai changement, MDVC. Merci. Et c'est comme ça que je suis là. C'était important que vous leviez un peu ce coin de Val. Alors, docteur de Kereza, nous allons vous donner la parole, parce que vous êtes là pas seulement pour parler du passé, mais nous sommes à la recherche des idées, ce que vous apportez en tant que candidat, votre programme, parce que c'est de cela qu'il s'agit quand on veut choisir les dirigeants. Nous allons donc vous donner 5 bonnes minutes pour que vous puissiez vous adresser directement à l'opinion, vous expliquer votre programme. Il s'articule autour de combien des piliers, comment vous voyez ce programme se mettre en place et pour quels résultats vous le mettez en place. Donc vous avez le temps, 5 minutes, pour vous adresser à l'opinion et après, maintenant, nous reviendrons aux questions des détails. Certainement que vous ne direz pas tout dans les 5 minutes. Oui, vous avez raison, c'est impossible dans 5 minutes pour un programme vraiment costaud et ambitieux pour ces grands pays. En fait, je ne parlerai pas d'abord de mon programme sans parler de ma vision. Parce que vous savez, la vision est pour un politicien, c'est que la boussole est pour un pilote. Donc si le pilote n'a pas de boussole, c'est fini, il va percuter une maison, un mur et tout, il va se perdre, puis tout le monde va mourir, tout le monde à bord. Mais ma vision est simple et elle est salvatrice pour notre mère patrie, c'est de refonder l'État et bâtir un Congo pour tous. Donc c'est ça ma vision, c'est de là que tout part. Alors ma vision a 5 piliers principaux, à savoir la réforme de politique publique de l'État, la redistribution juste des richesses nationales, le renouvellement et le rajeunissement de la classe politique, la restauration intelligente de l'autorité de l'État, pas la restauration, mais la restauration intelligente de l'autorité de l'État, et enfin, la coopération bilatérale et multilatérale. Ce sont là les 5 piliers principaux de ma vision de refonder l'État et bâtir un Congo pour tous. Et c'est de cette vision que j'ai conçu mon programme pour ces pays. Et ce programme est intitulé « La revanche de la politique de développement pour tous sur la politique d'enrichissement de la classe politique dirigeante au détriment de tous ». C'est ça l'intitulé de mon programme. Mais dans ces programmes, comme vous comprenez, je parle de la vision pour bâtir un Congo pour tous. Ça veut dire, nous allons cette fois-ci, pour la première fois dans l'histoire de notre pays, nous rassurer que chaque Congolais se sent mieux dans son pays.
que tout le monde se sent vraiment, il dit voilà, ça c'est mon pays, je suis fier d'y vivre. Alors c'est ce que nous sommes en train de vouloir, mais pour y parvenir, messieurs les journalistes, nous devons prendre des décisions courageuses. Et moi j'ai dit dans mon programme au début que au grand mot, il faut de grands remèdes, c'est ce qu'on dit en français. Donc nous sommes dans une situation de destruction méchante de notre pays. Il a été détruit par des gens sans cœur ni foi. Et nous devons tout faire pour nous rassurer que nous avons remis de l'ordre dans la cuisine afin de pouvoir vraiment construire ce Congo pour tout le monde. Et pour cela, la décision courageuse d'abord, c'est de supprimer les institutions budgétivores qui, bien entendu, consomment plus qu'elles ne rapportent à la République. Et parmi ces institutions visées, elles sont nombreuses, il y a le Parlement. Il y a le Parlement, il y a des assemblées provinciales, il y a les gouvernements provinciaux, et tout ça, nous pensons supprimer pour que nous puissions en fait épargner beaucoup d'argent pour nous rassurer que cette fois-ci, nous avons les infrastructures, nous avons une armée tout à fait forte, républicaine, dissuasive, qui fera que ce petit voisin qui nous font la guerre tout le temps pourront quand même avoir peur de notre pays. Alors, de cela, nous aurons bien sûr, dans ces réformes-là que nous allons faire, il y a aussi, c'est ça parle des réformes constitutionnelles, mais il y a des réformes institutionnelles, pardon, ça parle des réformes aussi constitutionnelles. Donc vous savez très bien que nous avons une constitution qui a été conçue en Afrique du Sud, à Sun City, après que les belligérants se soient mis d'accord de s'asseoir avec le gouvernement et de savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour que la guerre puisse se terminer. Alors là, vous savez très bien, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je pense comme journaliste, chaque belligérant, chaque groupe rebelle a un parrain quelque part dans un pays étranger. Et chaque groupe rebelle devrait se rencontrer avec son parrain, et le parrain devait dire voilà, mettez ça dans la Constitution, mettez ça dans cette Constitution, ainsi de suite. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous avons une Constitution qui ne peut pas nous aider à développer notre pays. Beaucoup de gens j'ai suivi pendant que j'étais à l'étranger, j'ai suivi beaucoup de gens, beaucoup de débats et certaines personnes disent « Moi j'ai participé à cette constitution » et ils se sentent vraiment à l'aise, vous comprenez, là où nous sommes arrivés comme Congolais. Alors quand vous analysez bien cette constitution, vous trouvez que en tout cas c'est une constitution de belligérance qui ne peut pas aider le pays à se développer. Et moi je l'appelle la constitution problème. Alors nous voulons avoir une constitution de développement qui va vraiment nous aider à soulever notre pays. Bien entendu, à part la Constitution, il y a aussi les problèmes d'hommes. Parce que nous, au niveau de notre parti MDVC, nous disons que le Congo souffre de 2 problèmes. Mais des gens disent « Oh non, comment vous pouvez parler de 2 problèmes seulement ?» Mais moi, j'ai dit ces 2 problèmes, c'est que les autres pensent que ce sont 2 problèmes. Ce sont plutôt des conséquences de ces problèmes-là. Et le premier problème, c'est l'indépendance que nous avons demandée forcément et que nous avions obtenue. Donc, le deuxième problème, c'est le problème d'hommes, c'est simple. Vous savez, chers journalistes, on parle de détournement de centaines, en termes de centaines de millions de dollars. Vous comprenez combien les Congolais n'aiment pas son pays, n'aiment pas son prochain. Mais qui nous demande de faire ça? Qui nous demande de détourner ces millions de dollars? Qui nous demande de pratiquer la corruption? Ce n'est pas l'homme blanc, c'est nous, l'homme congolais lui-même est vraiment détruit en ce sens qu'il est devenu un problème pour son propre pays. Et donc, nous avons vraiment pensé qu'il est temps que nous puissions nous lever en un seul homme, bien sûr, nous unir en un seul homme et bien sûr voter cette fois-ci pour le vrai changement. Parce que nous avons peut-être eu ces changements, ce que vous appelez changements, mais le vrai changement, on doit se battre pour le vrai changement. Et c'est ce que le MDVC vous amène. Avec notre programme qui est bien sûr estimé à 133 milliards de dollars, répartis sur 5 ans. Et nous espérons que nous pourrons quand même juguler beaucoup de problèmes dans notre pays. Merci. Alors, je me dis, votre combat contre la Constitution, c'est parce que ça a été inspiré par des étrangers ou parce qu'elle possède quelque chose de fondamentalement nocif que vous devez absolument nous dire maintenant? Oui, est-ce que j'ai la parole? Je vous en prie.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. En tout cas, je suis très ravi parce que c'est le lieu même de le dire au peuple congolais qui nous suit en ce moment. Notre pays a été victime d'un complot international. Je veux que tout le monde sache cela. Je l'ai dit chaque fois. Et le membre de notre parti, le Mouvement d'élite pour la démocratie et le vrai changement, MDVC, savent cela depuis 4 ans. Nous avons ce parti politique. Ils savent déjà parce qu'ils sont à l'école de l'aigle, comme ils s'appellent. Ils disent, bon, c'est notre logo, il y a de l'aigle dedans et tout. Nous sommes à l'école de l'aigle où nous apprenons tout le jour. Ce complot international, j'ai pris beaucoup d'années à l'étudier. Avant même la création du MDVC, j'ai fait de grandes études sur ces complots internationaux. Vous pouvez voir ici, j'ai un livre que j'ai publié aux États-Unis. C'était publié en anglais, mais d'autres pays francophones, on a commencé à demander. Alors j'étais obligé de faire très rapidement, traduire en français et publier. Le livre s'intitule « Pays de merde ». Pays de merde. Ce livre a été publié en 2000. Ça a été publié en 2019. Alors, ce livre ici, les sous-titres, c'est « La vérité choquante qui aurait dû servir de leçon ». Parce qu'à un moment donné, le président Trump dit voilà pourquoi ces gens de pays de merde viennent ici aux États-Unis. Alors, j'ai vu les gens me poser des questions. Bon, comment vous pensez? Moi, j'ai dit non, je crois qu'il a dit vrai. Moi, je viens effectivement d'un de ces pays de merde, dont la RDC. Alors, j'ai commencé à écrire ces livres. Dans ces livres, j'ai évidemment confirmé que notre pays est un pays de merde, mais j'ai démontré aussi comment notre pays en est arrivé là. Et j'ai même fustigé ce complot international dans mon livre ici. Donc, c'était pour moi une bonne opportunité d'en parler. Oui. Et à la page 61, j'ai donné une liste de multinationales qui ont pillé notre pays depuis les rébellions jusqu'à aujourd'hui. Donc, personne de ces 26 candidats ne peut avoir le courage de faire ça. Personne. Et donc, si vous lisez ce livre, il est à l'Internet, dans d'autres plateformes de vente en ligne. Donc, vous pouvez les lire. C'est un livre très intéressant et vous allez comprendre... Alors, en quoi consiste le complot? Les complots, en effet, consistent à ne pas voir notre pays totalement indépendant. Donc, j'ai dit que nous avons deux problèmes. L'indépendance forcée et obtenue. Alors, vous savez bien, les colons, à un moment donné, ils ont amassé beaucoup de richesses dans notre pays. Et après, nos pères de l'indépendance leur ont donné seulement combien de temps pour quitter le pays? 2 jours, 48 heures. Est-ce que vous comprenez quelqu'un qui a amassé pendant des décennies? Vous lui demandez de quitter pendant, disons, dans 48 heures, qu'est-ce qu'il va amener? C'est comme ça qu'ils ont décidé de nous maintenir dans un état d'indépendance, de dépendance totale ou d'indépendance partielle. Et nous avons fait ces recherches-là. Et bien sûr, je ne vais pas vous dire comment j'en suis arrivé là, mais comme je disais que Dieu peut utiliser vos ennemis pour vous bénir ou pour vous ouvrir les yeux. Je suis arrivé quand j'ai quitté le pays, j'arrive en Ouganda où j'étais réfugié politique. Le premier travail que je reçois, c'est un travail de manutentionnaire. Pour que ma famille puisse trouver à manger, j'ai dû porter des fardeaux dans une société d'un Belge. Après ce Belge-là, il va me dire, mais vous parlez français alors que vous êtes manutentionnaire. Bon, je connais en RDC parce que son papa était l'un de ses colonisateurs ici. Alors il me dit, mais si vous parlez un peu de français, ça veut dire que vous avez été à l'école. Je lui ai donné un peu de mon histoire, comment j'avais quitté le pays après des tortures et des histoires, tout ça. Et alors, c'est comme ça qu'il m'a dit, mais est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que vous pouvez faire ici si vous étiez le gérant de cette société? Alors j'ai dit, voilà, les cieux viennent de s'ouvrir pour moi. Je suis allé à la maison, il m'a donné 7 jours pour lui produire un rapport. J'ai fait chaque jour et nuit, pendant 3 jours, je lui ai amené 50 pages. Il était très surpris. Alors les mêmes jours-là, je quitte du manutentionnaire à l'assistant du gérant de la société. Et c'est comme ça qu'il a fait de l'amitié avec moi. J'ai bien travaillé pour lui et il a commencé à me dire beaucoup de secrets sur mon propre pays. Et c'est là que j'ai compris, ah oui, c'est ça ce que nous vivons, ça sera difficile de nous en sortir. Et j'ai commencé à faire l'étude jusqu'au moment où je suis allé aux États-Unis. Donc voilà, je comprends bien, je connais ces Nous allons demander à Jacques Moulouba de prendre la parole. Ouais. Vous intervenez, mon cher ami. Merci beaucoup. Docteur Moudekereza,
vous affirmez que l'indépendance de la RDC lui a été donnée, n'est-ce pas, par l'Occident. Mais jusque-là, vous parlez de la révision de la Constitution. Je ne vois pas encore l'incidence que vous avez établie entre cette indépendance donnée et la révision de la Constitution. Donc concrètement, quels sont les articles que vous comptez réviser en rapport avec cette indépendance? En tout cas, si vous m'avez bien suivi, monsieur le journaliste, je n'ai pas parlé de la révision de la Constitution ici, mais je parlais du changement de la Constitution. C'est différent, je pense. Et quel type de constitution proposez-vous? Non, moi, je veux une constitution de développement de notre pays, en remplacement de la constitution problème. Donc, cette constitution est biaisée. Et moi, je suis pour l'indépendance totale de mon pays. Je ne peux pas continuer à fonctionner sur quelque chose d'imposé par les impérialistes. Alors, quelles peuvent être les grandes lignes de cette constitution de développement que vous proposez? Donc, les grandes lignes, j'en ai parlé. D'abord, vous savez que cette constitution consacre même ce que nous disons ici, que les journalistes, j'étais en Californie, vous avez parlé de politiciens, de députés qui reçoivent 21 000 $ par mois. Mais est-ce que vous savez que cela est garanti par la Constitution? Pas bien sûr les chiffres, mais ça dit que le député et les sénateurs ont droit à quoi? Donc je pense à des émoluments qui assurent leur indépendance, tout ça. Ils doivent vivre une vie vraiment meilleure. Vous comprenez? Et puis on dit, je crois à l'alinéa suivant, on dit qu'ils ont droit à l'indemnité de sortie égale à 6 mois de leurs émoluments. Donc, si les députés nationaux ou sénateurs gagnent 21 000 aujourd'hui, d'ailleurs, ils sont en fin mandat, nous sommes dans la période électorale, donc ils ont droit à 21 000 fois 6. Et vous avez combien, monsieur les journalistes? Les militaires à combien? Les policiers à combien? Et tous ces gens que nous envoyons se battre pour notre pays, ils sont en train de suivre tout ça. Myriam Boketou, peut-être vous allez revenir. Bonjour, madame. Je suis Myriam Boketou, journaliste à la radio Top Congo FM. On sent que vous êtes tellement révolté après avoir été martyrisé au sein de votre propre pays. Aujourd'hui, vous êtes contre cette constitution. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui quels sont les articles qui fâchent au sein de la constitution congolaise? Moi, je vous ai dit que je ne vais pas modifier la constitution, mais je vais totalement changer. Donc, tous les articles fâchent dans cette constitution. Tous les articles vous fâchent. Elle est biaisée. Parce que moi, je suis un philosophe. OK? Et vous savez, ça dit que lorsque les prémices sont fausses, les conclusions ne peuvent pas être bonnes. Et s'il y a quelque chose, la Constitution, vous savez, moi je suis chrétien, et je sais que la Constitution est pour un pays, c'est que la Bible est pour un chrétien. S'il y a seulement un verset qui est biaisé dans la Bible, donc toute la Bible est fausse. Alors nous devons nous entendre ici, la Constitution actuelle que notre pays utilise, c'est une Constitution problème. Et bien entendu, vous savez que après la période de transition, c'était 3 ans je pense, pourquoi on devrait continuer à garder les institutions d'appui à la démocratie après 3 ans de transition? Plus de 20 ans après cette constitution, nous continuons à voir les CESAC que je vois ici. Donc je ne suis pas contre les agents de CESAC, mais je dis que c'est l'une des institutions d'appui à la démocratie qui ne devrait plus exister. C'est pourquoi je veux supprimer toutes ces institutions-là qui n'ont plus raison d'être dans notre pays. Et je peux vous les citer, elles sont nombreuses. Pourquoi nous avons l'ONUP alors que nous avons la CENI? Par exemple, vous connaissez toutes ces institutions-là. Pourquoi la CENI devrait continuer à être la CENI alors qu'elle devrait être dans d'autres cieux? C'est un département du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. C'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections ailleurs. Mais vous savez, aujourd'hui, la CENI nous bouffe plus d'1,1 milliard de dollars. Moi, j'étais à la réunion avec d'autres candidats présidents de la République, j'étais sidéré. Plus de 2,1 milliard de dollars, alors que nous sommes dans un pays où il n'y a pas de route. Donc, nous plairons la balkanisation, mais nous sommes déjà un pays balkanisé à l'intérieur du pays, à l'interne. On ne peut pas quitter d'une province à l'autre par voie routière, et aujourd'hui, l'aviation d'ailleurs congolaise est par terre. Donc, est-ce que les gens se rendent compte nous sommes dans quel pays aujourd'hui? Monsieur Moudekereza, aujourd'hui, vous proposez une constitution de développement, votre vision. Mais aujourd'hui, l'architecture actuelle du pays, donc telle que prévue dans la Constitution, dans son article 2, nous avons la ville de Kinshasa et 25 provinces. Alors, pour d'aucuns, cette structuration ou cette structure est budgétivore, et vous proposez
le remplacement d'une constitution de développement, concrètement. Dans votre constitution, vous prévoyez avoir combien de provinces? C'est une question très pertinente et intéressante parce que même au niveau de notre bureau politique et de notre parti, nous en avons parlé. Je crois que pour éviter trop de retard dans ce que nous voulons faire pour le peuple congolais, parce que le peuple ne peut plus attendre longtemps. Et j'ai dit même que le peuple a la chance cette année, 2023, de changer toute l'histoire. Et s'il rate ce rendez-vous, cette opportunité du 20 décembre, ça sera une catastrophe généralisée. Et je vous dirai comment. Mais je peux vous dire par rapport à ce que vous avez dit, que nous allons garder 26 provinces. Okay? Nous allons garder les 26 provinces. Nous n'allons pas revenir à 12 plus la ville de Kinshasa, 11 plus la ville de Kinshasa. Nous gardons les 12 provinces parce qu'il y a des infrastructures, tant soit peu, qui sont en train de naître dans ces provinces-là. Nous pouvons garder les 26 provinces, mais en fait, nous ferons autre chose que nous avons vu. Il sera possible avec moi au sommet de l'État que vous soyez gouverneur de ma province du Sud Kivu et qu'elle soit gouverneur de votre province, ainsi de suite, parce que là, nous prenons l'unité. Parce que si nous ne sommes pas unis, nous sommes dans un pays totalement délabré, à cause même, il y a aussi les problèmes de tribalisme. Donc aujourd'hui, j'étais sidéré de voir les gens en train d'être molestés, violentés, une femme en plein air dans une province, je crois Maïndombe, c'est très honteux pour nous. Comment nous voulons que les gens nous respectent à l'extérieur, en dehors de notre pays, alors que nous-mêmes ne sommes pas vraiment capables de nous faire respecter? Et donc, nous devons tout faire pour mettre un terme à ces problèmes de tribalisme et prôner l'unité nationale. Et en prônant l'unité nationale, nous devons montrer que ces barrières-là, nous les avons vraiment brisées. Nous allons aborder un deuxième chapitre. Ouais. Nous comprenons que sur le plan politique et institutionnel, à partir du moment où vous demandez un changement total de la Constitution, donc tout va de soi. Ça signifie qu'il y aura de nouvelles institutions et un autre mode d'organisation du pouvoir. Ouais. Mais nous sommes dans un pays de 2 345 000 km² où les systèmes de production, vous le connaissez. Nous sommes dans un pays où nous consommons ce que nous ne produisons pas et ce que nous produisons, nous ne le consommons pas. Nous sommes dans un pays donc où le mode de production est essentiel. Alors, quelles sont vos grandes idées économiques? Comment vous pensez produire de la richesse? Parce que je vous ai entendu tout à l'heure dire que parmi les 5 piliers, vous avez la redistribution juste des richesses. Vous avez même parlé de la restauration intelligente de l'autorité de l'État. Comment vous pensez? Quel est le mode économique que vous proposez? Quel système économique vous proposez? Bon, messieurs les journalistes, je vais vous demander une faveur. Avant d'aller là, parce que j'attendais que vous puissiez me poser cette question, mais quand vous ne l'avez pas posée, je vais vous signaler. Parce que je parlais de la suppression de certaines institutions, y compris les parlements. Mais vous ne m'avez pas demandé avec quoi je vais remplacer les parlements. Donc, en tant que journaliste... C'est une nouvelle constitution. Voilà. Il vous a demandé quelles sont les institutions que vous allez mettre en place. Vous ne l'avez pas répondu. Mais vous avez le droit de le faire. Merci beaucoup. Et pour remplacer les parlements, nous allons mettre en place ce que nous appelons la conférence de loi. Okay? Donc, il ne sera plus question que l'on puisse élire des gens qui vont s'asseoir là en train de sommer, ronfler, et à la fin du mois, ils gagnent 21 000 $, pendant que le militaire et le policier ne reçoivent rien, et que le voisin continue à se jouer de nous comme de petits garçons. Alors, cette fois-ci, nous allons remplacer, la conférence des lois suppose, d'abord, par exemple, on dit, OK, les journalistes, vous venez déléguer 3 journalistes, OK, dans la ville-province de Kinshasa. Déléguer 3 médecins, déléguer 3 magistrats, déléguer 3 juristes, déléguer 3... Donc, les corporations, toutes les corporations vont déléguer 3 membres et ils viendront à Kinshasa, donc c'est de province, pendant une semaine. Ils auront seulement une semaine. Par exemple, j'ai dit, OK, le gouvernement a besoin d'une loi sur la protection de la femme, par exemple. Et vous avez seulement 7 jours pour mettre cette loi en place. Alors, directement, qu'est-ce qu'on va faire? On va leur payer les billets, les transports, on leur paye les logements, on leur paye ce que vous appelez per diem, on leur paye les logements. Et au bout de 7 jours, ils rentrent chez eux, ils ont terminé à mettre la loi en place. Le gouvernement a la loi sur la protection de la femme. C'est fini. Donc là, on ne va pas... Ça signifie qu'il n'y a pas d'élection, en fait. Il n'y a pas d'élection.
Parce Il n'y a pas d'élection, ça veut dire quoi? comment vous allez... S'il n'y a pas de Parlement, donc il n'y a pas d'élection. Non, il n'y a pas de On Parlement. va élire qui alors? Écoutez, on peut élire d'autres, disons le président de la République. Le Parlement va disparaître. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Au niveau des corporations, vous choisissez les journalistes que vous voulez envoyer vous-même. Ce ne sera plus l'État qui va mettre des moyens en place, alors que nous avons un problème, on n'a pas de route ici, on n'a pas une armée vraiment républicaine, et tout ça. Et ce modèle, vous l'avez calqué d'où? Vous l'avez déjà trouvé où? C'est ma propre conception que j'ai proposée à mon parti politique, qui l'a validé. Vous êtes l'initiateur. Oui, c'est une innovation que vous apportez une innovation dans l'arène politique. Oui, du docteur Justin Moudekereza. J'ai même parlé... Et le champ, le terrain d'expérimentation, c'est la RDC. Non, ce n'est pas de l'expérimentation. Okay. Non, ce n'est pas de l'expérimentation. Parce que moi, je suis un expert bien éduqué. Justement, vous amenez une nouvelle théorie que vous devez expérimenter. Non, on ne va pas expérimenter. Nous allons implémenter. Il n'y a pas d'expérimentation. Je ne suis pas un médecin ou quelqu'un d'autre. Je suis un docteur en gestion de projet de développement. Et quelle est la différence? La différence entre qui et qui? Non, quand vous dites entre implémenter et expérimenter. Non, implémenter, ça veut dire... Oui, la différence, ça veut dire que vous n'allez pas faire d'expérimentation. C'est-à-dire, vous venez, vous êtes tout à fait convaincu de ce que vous allez faire. Vous avez des résultats attendus. Et là, ça se passe très bien. Donc, si vous parlez d'expérimentation, ça veut dire que ça peut échouer. C'est par essai-erreur, comme on gouverne aujourd'hui. Justement, c'est une théorie que vous amenez. Ça peut ou ne pas marcher. Non, ça doit marcher. Vous n'en avez pas l'idée? Ça doit marcher, cher ami. Je vais vous dire, ça doit marcher. J'ai même parlé avec 3 chefs d'État africains de ces modèles. Ils ont dit, waouh, ça c'est très bon. Nous, on peut même essayer de copier ça chez vous pour que nous puissions voir dans d'autres pays africains. Je crois que nous sommes déjà, nous sommes déjà habitués à copier de l'extérieur, à copier ailleurs, et nous pensons que ce que nous-mêmes nous avons conçu ne peut pas bien fonctionner pour nous. C'est malheureux. Je peux vous dire que je suis venu aux États-Unis quand ils avaient un problème très sérieux. Et c'est moi qui ai mis fin à ces problèmes de gestion de réfugiés aux États-Unis. Donc, je peux vous dire, je siège en Californie dans une commission de santé mentale. On vient de me nommer ambassadeur mondial de la santé mentale la fois passée en Grande-Bretagne. Donc, eux savent, ils voient, ils comprennent les gens, comment les gens peuvent réfléchir. Alors, c'est vrai, hein, c'est une invention. Vous avez le droit, c'est même la force de la candidature, c'est la force de la proposition. C'est au peuple peut-être de décider s'il va vous suivre ou pas. Mais revenons quand même à l'économie, parce que tout ça, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Tout ça est financé comment? Vous faites l'économie, vous l'organisez comment? Parce que notre économie est extravertie, copiée sur le modèle colonial. Qu'est-ce que vous apportez comme innovation? Bon, en fait, comme j'ai dit déjà, que la grande différence entre le candidat numéro 14 et d'autres candidats, c'est que c'est quelqu'un qui a déjà prouvé de quoi il est capable à travers le monde. Vous n'avez pas encore été chef d'État, donc ça, on ne peut pas vous l'accorder encore. Bien sûr, voilà, mais bientôt là, on va y arriver. Et pour cela, je peux dire, comme vous l'avez dit, notre économie est extravertie. Et nous sommes vraiment déterminés à bien revoir les choses à tous les niveaux. Nous avons le minerai, par exemple, où il y a beaucoup de fuites d'argent dans notre économie. Et donc, nous ferons de sorte que nous puissions revisiter encore les codes miniers pour que nous puissions... D'ailleurs, je vous informe que je mettrai en place une institution chargée d'études, d'études, de recherches pour l'économie de notre pays. Et là, il y aura de grands chercheurs, de statisticiens, des économistes, de financiers, tout ça qui seront dans cette institution-là. Et ils pourront donner des propositions vraiment tout à fait bonnes au gouvernement. Alors, nous allons faire quoi? C'est que nous appelons la bourse de Lubumbashi et la bourse de Kinshasa. Donc, où ici à Kinshasa, on pourra exposer, il y aura des gens qui viendront acheter venant de tous les coins du monde. Et là, ça pourra aussi aider notre économie. La bourse de Lubumbashi, là, nous avons des minéraux, nous avons beaucoup de choses. Donc, là, ça pourra aussi aider. Nous aurons aussi à dédollariser notre économie, c'est très important, pour que nous puissions nous rassurer que les dollars ne circulent plus dans les rues de notre pays, de nos villes. Et c'est qu'on ne voit pas ailleurs, ces petits pays qui nous mettent à genoux et d'autres, tout ça.
ils ne peuvent pas, on ne peut pas voir le dollar dans leur rue, mais chez nous, on va faire de sorte que l'économie de notre pays soit vraiment une économie forte. Nous allons éviter d'importer plus, nous allons beaucoup produire à l'interne. Nous allons éviter de manger plus que nous produisons. C'est ça l'économie que nous avons aujourd'hui. Et donc, dans notre gouvernance, vous trouverez que nous allons mettre vraiment beaucoup un accent particulier sur l'agriculture. J'ai déjà des partenaires de développement dans ces domaines où nous allons tout faire pour que l'agriculture soit une priorité de priorité. Et comme ça, nous ne pourrons plus importer. Ça fait la honte. J'ai vu la fois passée, le gouvernement envoie des ministres en Zambie pour acheter du maïs. Quelle honte pour nous. Alors que nous avons des politiciens qui nous chantent jour, matin et soir que voilà, nous avons plus de 80 millions de terres arables. Mais qu'est-ce que vous en faites pendant toutes ces années? Et cette fois-ci, nous allons nous rassurer que, en tout cas, cette agriculture est mise en place comme une priorité. Myriam. Oui, monsieur Boudeguerez, en parlant de l'économie, parce qu'on en parle, aujourd'hui la RDC fait partie de la ZLECAf en ce qui concerne la zone de libre-échange. Comment jugez-vous l'appartenance de la RDC au sein de cette organisation? Et aujourd'hui, une fois élue, vous comptez révisiter cet accord ou maintenir ou carrément sortir de la RDC de là? Oui, merci madame, mais je vais d'abord recadrer quelque chose. Ce n'est pas si je suis élu, mais quand je serai élu, parce que je sais que le peuple congolais sait comprendre, il est en train de nous suivre maintenant, et il comprend bien qu'il n'y a aucun autre candidat à part le candidat numéro 14. Mais revenant à votre question, quand nous parlons de la zone de libre-échange, moi j'étais en train de pleurer, parce que pour adhérer à cela, il fallait savoir d'abord qu'est-ce que la RDC produit. Parce que nous sommes membres de la zone de libre-échange. Mais qu'est-ce que nous donnons? Parce que les autres là ont déjà évolué. Je prends l'exemple de ces petits pays voisins, ils produisent. Nous ne produisons rien. Alors nous, on ne fait que consommer ce que les autres produisent. Oui, c'est ça le Congo. C'est pourquoi le pays est à genoux. Parce que les autres là, j'ai une vidéo avec moi où la présidente de la Tanzanie dit en Swahili, parce que je parle cette langue, je suis swahiliphone, elle dit que nous devons tout faire pour prendre des crédits afin de trouver notre chemin, de percer vers la RDC. Parce que tout le monde aujourd'hui cherche son chemin pour la RDC. J'ai commencé à réfléchir, puis les larmes sont sorties dans mes yeux. Je me dis, mais donc nous sommes devenus ces pays où les autres veulent percer pour profiter de nos richesses, mais nous ne profitons même pas, nous ne profitons nullement pas de nos richesses. Ce sont les autres qui en profitent. Alors pour répondre très bien à ta question, madame, en tout cas, Moudekereza au pouvoir après les élections prochaines, nous allons sortir de beaucoup d'institutions, de ces organisations internationales, y compris la zone de libre-échange, jusqu'à ce que notre pays soit capable de produire et de trouver ce qu'il peut aussi offrir à cette zone-là. Parce que vous savez, d'autres sont en train de venir. Même le président kenyan aujourd'hui, avant son élection, je pense que tu avais suivi. Je te suis beaucoup, madame Myriam, depuis les États-Unis. Merci. Il a dit que les Congolais sont des vauriens et qu'ils mettent seulement des pantalons jusqu'ici. C'est ce qu'ils savent seulement, et la musique. Et qu'ils vont produire beaucoup de lait et beaucoup de vaches pour venir vendre leur viande ici et leur lait ici au Congo. Vous comprenez ça, ce sont des injures terribles. Vous êtes journaliste, vous avez... Mais il y a eu des excuses après, vous savez qu'il y a eu des excuses. Alors en tant qu'homme d'État, vous devez aussi accepter ces excuses qui ont été présentées. Imaginez que c'était une cartouche. Ça aurait déjà tué. Très bien. Jacques Moulouba. Oui, je constate que M. Moudekereza est, passez-moi le terme un peu trop théorique, je voudrais qu'on aille dans la pratique, surtout dans ce chapitre économique, avec indicateurs à l'appui. Donnez-moi votre politique d'industrialisation de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire la structuration de votre politique d'industrialisation. Bon, la structuration de notre politique, comme vous l'avez dit, je suis théorique, je comprends ce que je veux faire, je connais le problème de la RDC, je le comprends et j'ai décidé de mettre toute mon intelligence. Oui, atterrissez un peu. Maintenant, vous savez, nous avons un problème en RDC. Nous sommes habitués aux bons parleurs. Nous ne sommes pas habitués aux bons faiseurs. Mais comme le bon parleur peut venir, ils vont vous flanquer des chiffres. Et vous allez emmagasiner ça, vous allez garder ça. Mais alors que ce sont des histoires chimériques. Moi, je ne suis pas là pour les chimères. Je suis quelqu'un
qui est un grand acteur de développement et je suis prêt à développer mon pays. Et donc, j'ai toute une équipe que nous appelons l'équipe économique du M2VC. Donc, cette équipe économique est une équipe d'experts, des gens qui ont travaillé avec la Banque mondiale, avec la FMI, avec tout et tout ça. Et qui vous ont proposé quelle politique d'industrialisation pour le pays? Si vous aviez besoin de ces chiffres-là, je pourrais vous donner leurs contacts. Pour l'instant, vous ne les avez pas. Pour moi, non, je ne vais pas vous amener dans des chiffres. Je ne vais pas faire peur. Vous êtes journaliste, mais je suis devant le peuple congolais maintenant là. Et le peuple congolais veut savoir que pour la première fois, il a un président de la République qui est capable de se battre pour que... Qui n'aime pas les chiffres. Ah mais bien sûr, il ne veut pas lui donner des chiffres chimériques. À travers des données chiffrées. Non, mais les chiffres chimériques, vous n'en avez pas besoin, le peuple congolais. Je vais vous donner des chiffres, je dis ceci, vous êtes satisfait comme journaliste, mais le peuple gagne quoi? Les députés nationaux vous gagnent 21 000 $. Les ministres vous gagnent 40 000 $, nous avons 58 ministères. Le président de la République, selon l'ODEP, le rapport que j'ai lu, il a 1080 conseillers. Et tout ça, cet argent-là, les gens là viendront même vous flanquer des chiffres ici, alors qu'ils sont en train de faire cette histoire. Dire comment vous produisez la richesse. Non, mais je vous ai dit, monsieur le jour, pour produire la richesse, oui, nous avons nos terres. Ok, nous avons nos terres. Nous sommes dans les concrets. Nous allons le mettre en exploitation. Nous avons des minéraux. Nous avons les rapports Tabombeki, qui a parlé de plus de 85%, comme vous aimez les chiffres, plus de 85% des recettes de minéraux qui sont dans les poches des gens, ainsi de suite, dans les paradis fiscaux. Nous avons les rapports Luzolo-Bambi. Vous savez, tout ça, il parle de beaucoup, de dizaines de milliards de dollars qui s'évadent chaque année. Alors, tout ça, nous allons éviter, donc nous allons contrôler les flux financiers dans notre pays et nous saurons que nous avons fermé toutes les oui, et pour créer combien d'industries en 5 ans, concrètement? Bon, en tout cas, comme j'ai dit au peuple congolais qui me suit ici, notre pays va être industrialisé. Je ne vais pas vous donner des chiffres qui seront chimériques et qui seront utilisés contre moi-même pendant que je serai président. Vous ne voulez pas faire des promesses. Je ne vais pas faire des promesses. Le peuple est déjà rassasié de promesses, vous savez très bien. Les gens mentent du matin, midi au soir, et moi je ne vais pas faire ça. Avec tout le respect que je dois au peuple congolais, je ne vais pas faire ça. Mais rassurez-vous, vous avez un homme, candidat numéro 14, qui est décidé de changer réellement la donne dans ce pays et que tout le monde se sente bien. Nous allons prendre un autre chapitre, parce qu'il y en a beaucoup et j'espère que les confrères vont compléter des questions. Vous êtes élu parce que vous le souhaitez ardemment et c'est votre droit, mais vous êtes élu pendant que le pays est en guerre, vous êtes élu pendant que les forces de la République, les forces de sécurité sont engagées dans une opération. Comment vous faites pour régler la question de l'Est? Ça, ce n'est pas théorique et ça ne nécessite pas de chiffres. Parce que je ne vais pas perdre le peuple dans les chiffres. Je vous en prie. Et je suis capable d'en donner si vous en voulez. Voici ce que je vais vous dire concernant le problème de l'Est et de l'Ouest de notre pays, y compris même ici à Kinshasa, il y a de l'insécurité partout. Je parlais de la restauration intelligente de l'autorité de l'État, ces piliers de ma vision de refonder l'État et bâtir un Congo pour tous, qui... Ça développe tout un livre sur ces plans sécuritaires. Mais personnellement, comme quelqu'un victime de ces affres de guerre, parce que mes 2 grands frères ont été égorgés chez moi, à Bukavu. Mon père, je vous ai dit comment il était mort. Mes sœurs, mes voisines ont été violentées. Et je suis la personne de la situation. Parce qu'en français, on dit que pour sauver un naufragé, il faut se retrouver dans l'eau. Donc vous ne pouvez pas voir quelqu'un qui est en train de vouloir se noyer, puis vous pensez que vous allez rester là-bas et venir le sauver. Non, il faut être dans l'eau. Et moi, je suis dans l'eau. Donc je ne serai pas ce président-là pendant que le peuple est en train de mourir, il est en train de fêter, chaque jour ce sont des fêtes. Non, en tout cas avec le président Moudekereza, ça ne va pas. Mon nom c'est Moudekereza, signifie stabilisateur. Alors ça signifie pacificateur. Comment vous stabilisez? Maintenant, comment nous allons stabiliser? Oui, comment vous le faites? Dans notre pilier de la restauration de l'autorité de l'État, nous allons tout faire pour que tout d'abord, nous ayons une armée qui est vraiment nationaliste, dissuasive, bien équipée, bien payée et bien disciplinée. Et ça, c'est en janvier, hein? Alors,
je vous dis, ça c'est en janvier. Oui, vous faites comment? Ça c'est en janvier. Oui. Nous allons procéder d'abord par la sélection, parce que dans ces piliers-là, nous allons aussi désinfiltrer ou exfiltrer notre armée. Nous savons bien qu'il y a beaucoup de gens qui ne devraient pas faire partie de notre armée et ça fait un grand problème. Mais nous allons aussi faire la table ronde, okay? Parce que j'ai même proposé que le gouvernement fasse la table ronde MONUSCO, gouvernement, société civile, pour établir les responsabilités de l'échec de la MONUSCO. Parce qu'on dit qu'elle a échoué, c'est vrai, elle a échoué, mais on n'a pas essayé d'établir les responsabilités. La MONUSCO sera déjà partie, je crois, j'espère en ce moment-là, où elle sera en train de partir, mais nous ferons une table ronde avec les couches sociales du Sud Kivu, du Nord Kivu, de l'Ituri, de ces provinces-là qui sont en difficulté, et je sais comment je vais m'y prendre, parce que je suis de là, je suis leur enfant, leur fils. Mais dites-le nous. Vous savez comment vous allez vous y prendre. C'est le moment de le dire, monsieur Moudekere. Bien sûr, j'ai dit Pourquoi vous voulez garder secret, messieurs les journalistes, quelque chose qui peut contribuer à votre électorat? J'ai dit ceci. Oui. Élu le 20 décembre. Oui. Ok. J'organise une table ronde qui va constituer des forces vives de ces endroits qui sont vraiment en guerre. Je vais avoir de propositions. Je vais écouter d'abord, on fait les états généraux aussi de notre armée, ce n'est pas mauvais. Et puis on va voir, on établit très rapidement. Vous savez, nous avons de l'expertise en évaluation de projet. Nous évaluons d'abord la situation, puis nous regardons qu'est-ce que nous pouvons faire pour juguler ces problèmes. Ça, ce sont des questions militaires, M. Moudekere. Oui, des questions militaires. En combien de temps vous pouvez construire cette armée dissuasive dont vous avez besoin pour mettre fin à la guerre? En tout cas, oui. Je peux vous le dire, je l'ai dit, regard ouvert au peuple congolais, dès que je suis élu président de la République, notre armée va être forte et au début, nous allons commencer par exfiltrer, nous allons choisir ces fils de la RDC qui ont aussi ce courage-là et cette force-là et ce souci de sauver leur pays. Et nous saurons comment nous pouvons former une force spéciale qui va d'abord commencer à travailler dans ces parties-là. J'utilise même la technologie parce qu'il y a même, j'ai suivi, vous savez, nous sommes candidats, nous suivons les autres candidats. J'ai suivi un candidat qui a dit que pour lui, il va construire un mur entre le Rwanda et la RDC. Je vais vous dire que c'est une erreur très grave, c'est une erreur même monumentale et ça frise la non-connaissance de ce que nous appelons la géostratégie ou la géopolitique. Parce que je dis toujours, si vous voyez un chien sur un arbre, les chiens ne savent pas grimper, mais si vous le voyez là, c'est qu'il y a quelqu'un qui l'a mis là-bas, un maître, et il faut chercher le maître là. Notre pays a 9 voisins. Donc si nous pensons que construire un mur entre le Rwanda ou l'Ouganda et la RDC, ça va apporter une solution, nous sommes perdus. Parce que le maître là qui a mis les chiens là, pour que le Rwanda puisse nous assommer, il va utiliser notre pays voisin. Alors que nous en avons 9, nous avons 9 pays voisins. Alors finalement, on va construire le mur avec tous nos voisins, ça sera difficile. Mais moi, je veux un mur intelligent. C'est pourquoi je vous ai parlé de la restauration intelligente de l'autorité de l'État. Et vous êtes d'accord avec moi, ce sont des questions sécuritaires. Vous pouvez être surpris qu'il y a des choses que je ne peux pas dire ici. Mais moi, je comprends. Oui, parce qu'ici, à la télévision, même ces gens qui nous écument sont capables de suivre ça. Myriam. Oui. J'interviens parce que vous venez de parler d'une table ronde. Je crois en 2009, où il y a eu une table ronde à Goma, où il y a eu la présence des belligérants et le gouvernement de la RDC. Et c'était pour la première fois qu'on parle de brassage. Raison pour laquelle vous parlez aussi de nettoyage et puis de sortir tous ces généraux qui sont infiltrés au sein de notre armée. Aujourd'hui, j'aimerais savoir, est-ce que ces genres de table ronde que vous souhaitez aujourd'hui organiser une fois élu président de la République le 20 décembre. Quand vous serez élu, président de la République le 20 décembre. Bon, vous faites de la suggestion sur elle. Hein? Oui. C'est de la suggestion, ça c'est pas bien ça. C'est pas, peut-être parce que vous êtes tellement sûr de vous, hein, on ne sait jamais. Je suis un chrétien, c'est un autre aspect de ma candidature. Je suis un chrétien, je suis un inspiré. Si vous pouvez lire ici, c'est Ésaïe 58, chapitre 12. Vous aussi, Dieu vous a parlé.
bon, je ne le dirai pas, mais je suis inspiré. Okay. Et ma vision est une inspiration pour ce peuple congolais. Donc, Ésaïe chapitre 58, verset 12, ça parle de Mudekereza. Donc, à travers vous, le pays sera habitable. C'est ça Mudekereza. La question, la question. Savoir aujourd'hui, il y a une table ronde qui a été organisée à Goma. J'en viens. J'ai fustigé le problème de gérer les conséquences au lieu de gérer les causes. Alors, la table ronde qui a été tenue, peut-être tout à fait différente de l'autre que nous allons tenir. Et la différence se trouve au niveau de la connaissance approfondie du problème. Tout en ayant moi-même victime de ces affres de guerre, tout en étant moi-même victime et en étant un fils de cette partie qui est écumée par ces problèmes. Et donc, je considère que cette table ronde que nous allons tenir sera une table ronde de vérité, sera une table ronde de stratégie, et au sortir de là, il y aura des résultats qui seront vraiment poursuivis. Docteur Mudekereza, nous approchons progressivement, nous avons dépassé déjà la moitié. Ah oui. Alors donc nous allons essayer de trouver l'aéroport d'atterrissage. Donc il faut que vous serrez vos ceintures et que nous soyons chacun sur son siège pour trouver un bon atterrissage. Alors nous allons atterrir par Jacques Moulouba va vous poser des questions sur la justice et les droits humains. Et puis Myriam posera sur la femme et la jeunesse. Okay. Nous allons donc les laisser le temps de vous poser ces questions avant de revenir pour la conclusion. Ok, monsieur Jacques. Monsieur Mudekereza, l'un des piliers de votre programme d'action, dont vous avez fait allusion à la refondation de l'État. Alors, bien sûr. Quand on parle de la refondation de l'État, on voit la justice d'un État. La justice qui est l'un des indicateurs d'un État de droit, qui est une aspiration de la République démocratique du Congo. Alors, en observant votre optimisme, c'est vrai, le 20 décembre, en tout cas, les choses vont bien marcher pour vous. Quelle est votre vision sur la justice congolaise en ce qui concerne des réformes à y apporter? Très bonne question, monsieur le journaliste. Et comme vous le savez très bien, vous vivez ici, vous vivez toutes les conséquences de ces dysfonctionnements de la justice de notre pays. Et ça fait vraiment la honte pour notre pays, à l'interne comme à l'externe. Mudekereza au pouvoir après le 20 décembre, nous allons procéder immédiatement à l'identification de tous ces magistrats, qui travaillent dans cet appareil dans notre pays. Donc nous devons aussi, je crois qu'on aura besoin aussi d'un état des lieux dans ces domaines, mais nous pensons former le magistrat, nous pensons bien le payer, en tout cas bien payer le magistrat pour qu'il ne puisse pas faire une justice à double vitesse, parce que ça cause la honte. On voit des gens arrêtés aujourd'hui pour détournement de deniers publics. Demain, on les libère. Après, demain, ils sont nommés, je ne sais pas moi, ministre ou je ne sais pas moi comment. Et en matière de gestion de projet, nous avons ce que nous appelons voler pour les chefs et voler avec les chefs. Donc, vous êtes journaliste, vous saurez qu'est-ce qui tient bien dans tous les deux. Mais avec nous sommes vraiment sincèrement déterminés à mettre en place une justice qui sera vraiment bien fonctionnelle dans notre pays. Nous allons utiliser aussi la technologie. Avec nous au pouvoir, vous serez capable même de préparer une plainte à partir de votre téléphone et ça va directement à la justice. Donc nous allons nous rassurer que la justice est bien prise en charge, le magistrat bien payé et recyclé. Et nous pourrons même mettre en place un centre d'encadrement des juristes. Donc après leurs études, on doit les former aussi et après ça, ils vont se sentir quand même qu'ils sont dans un autre système qui est différent du système passé. Et donc, nous allons aussi mettre en place une justice, qu'est-ce que je dis, un tribunal anticorruption. Parce que c'est une nouveauté aussi, une conception du docteur Mudekereza. Parce que nous avons des lois anticorruption. Mais ces lois ne sont jamais implémentées ou exécutées. Il y a même une institution aujourd'hui, l'IGF, qui lutte contre la corruption et les détournements des deniers publics. Mais l'IGF avec des résultats acceptables par tout le monde aujourd'hui. L'IGF n'est pas la justice. Très bien. Oui, c'est une institution financière qui contrôle. Parce que, étant donné que le Parlement qui devait d'ailleurs contrôler ne le fait plus, l'IGF a commencé à contrôler. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai décidé d'annuler, de supprimer le Parlement. Alors, la justice dans notre pays, donc nous allons faire que, parce que comme j'ai dit,
Nous allons supprimer le Parlement et il n'y aura plus cette question-là de contrôle du gouvernement par les députés, parce que si moi, Moudé Kereza, je suis président d'un parti politique, vous êtes mon député national, vous ne saurez pas me contrôler. En tout cas, qu'on se le dise, les députés ne sauront pas contrôler le chef de son parti qui est ministre. C'est ça la situation aujourd'hui. Ça fait qu'ils sont devenus une caisse de résonance du pouvoir et plus rien ne se passe. Alors, et donc, nous allons faire de sorte que, après avoir supprimé ces institutions, nous allons écrire une nouvelle constitution, nous allons tout faire pour que nous ayons un tribunal anticorruption. Ça va essayer aussi de juger les mandataires ou les dignitaires de l'État qui s'évertueront dans cette honteuse pratique de détournement de deniers publics et de corruption. Donc ça sera aussi une première en RDC en Afrique. On n'a jamais eu un autre pays avec un tribunal anticorruption. Ça sera la première fois qu'on aura ça ici. Il ne faut pas aussi dire qu'on va expérimenter ça ici. Non, non, on va implémenter ça ici. Donc nous sommes vraiment là pour l'indépendance totale de notre pays. Rien d'importer ailleurs. Rien d'importer. Une question en rapport avec les lieux de détention, les prisons, qui concernent le secteur de la justice également. Ouais. La plupart des prisons de la RDC datent de l'ère coloniale. La prison centrale de Makala qui a été inaugurée en 1958, à l'époque avec une capacité de 1500 détenus, et aujourd'hui on en a plus de 9000. La prison d'Endolo, 540, aujourd'hui c'est plus de 2000. La prison de la Kassapa à Lubumbashi avec une capacité de 800, et aujourd'hui c'est le double. Et dans toutes ces prisons, les conditions de détention sont exécrables. Alors, une fois au pouvoir, puisque vous le serez dès le mois de janvier, n'est-ce pas? Merci bien. Que comptez-vous faire? Comment faire pour désengorger nos prisons? Et quelle sera votre politique là-dessus? Bon, ça fait partie de notre, ce que nous appelons le réforme du système judiciaire. Ça fait partie de mon programme. C'est vraiment costaud. Mais ce que nous allons faire, j'ai déjà parlé avec les investisseurs dans ce domaine-là de construction de prisons. Parce que vous savez... Quand j'ai constaté ces complots contre notre pays, moi j'ai décidé de focaliser des efforts en train de causer, d'échanger avec ces gens-là qui ont fait, de tirer des ficelles comme nous appelons, et de sélectionner qu'est-ce que je peux prendre, qui est-ce que je peux prendre comme partenaire et qui est-ce que je peux rejeter. Et là, j'ai ceux-là qui vont travailler avec nous pour la construction de nouvelles prisons. Okay? Et nous allons faire qu'il n'y ait pas de prison en milieu urbain. Nous allons les envoyer en milieu rural où il y a des terrains qu'ils peuvent cultiver, parce que si quelqu'un est condamné pour autant d'années ou autant de mois, il doit faire ce travail-là. Il doit être aussi. Nous ferons aussi qu'il y ait des formations professionnelles en prison, parce que en fait ailleurs, la prison ce n'est pas un mouroir. Ici au Congo, la prison est devenue un mouroir, alors que ailleurs c'est un centre de rééducation de mauvais citoyens. Donc un citoyen qui s'est retrouvé dans de mauvaises pratiques, il est condamné par la justice, il reste en prison, il est en train de manger, vous comprenez? Il mange, il est soigné pour rien alors qu'il ne travaille pas. Alors que le prisonnier doit travailler, il doit étudier même en étant en prison. Et c'est ça la nouveauté que nous allons amener une fois au pouvoir. Plus de prison en milieu urbain, plus jamais. La prison ici que vous connaissez ici, et vous n'allez plus la voir là-bas. Nous allons tout détruire. Et nous saurons ce que nous allons faire de ça. Peut-être l'État. Et vous pouvez en construire combien en 5 ans? Bon, en 5 ans de prison, moi je ne vais pas, comme j'ai dit là, je ne vais pas donner des chiffres farfelus au peuple, mais je lui dis ceci. Moudé Kereza au pouvoir, plus de prison en milieu urbain, tout sera en milieu rural. Et dans chaque province, vous savez qu'il y a une prison centrale. Donc, vous voulez que je vous donne des chiffres? Nous avons 26 provinces. Hein? Vous êtes malade des chiffres. Myriam, pour un autre sujet. Oui, avec moi, on va d'abord aborder la question en rapport avec la diplomatie. Monsieur Moudé Kereza, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la RDC respecte toutes les étapes qui précèdent la signature des traités et accords internationaux? Ah oui, vous le savez très bien comme moi, nous sommes tous des Congolais. Et c'est très regrettable. Nous avons un problème très sérieux. Je pense qu'il y a aussi un problème de ce que nous appelons un problème de bagage, hein, de bagage intellectuel. Parce que lorsque vous signez un contrat, vous devez d'abord le pénétrer. C'est ce que j'appelle pénétrer un contrat. Il ne faut pas seulement lire le contrat, mais il faut le pénétrer. Il faut les lire avec d'autres lunettes, des lunettes intellectuelles.
Et une fois que vous l'avez bien pénétré, là, vous pouvez procéder à la signature. Mais ailleurs, il faut passer d'abord par le Parlement. Mais ici, nous voyons des signatures, des contrats qui n'ont pas été validés ou autorisés par notre Parlement. Il y a d'autres qui se rétractent par la suite, notamment avec l'EAC, qui jusque-là pose d'énormes difficultés en ce qui concerne le résultat qu'on devait attendre. Oui, madame, je préparais, parce que je te suis beaucoup à partir des États-Unis, ton émission que tu tiens, tout ça, je préparais venir et je serai avec un classeur de correspondance envoyée, expédiée. Vous voyez que nous sommes le seul parti au Congo, parce qu'il y a d'autres qui s'appellent parti de l'opposition, tout ça. Hein, l'opposition républicaine, ce n'est pas moi. Mais nous sommes le seul parti qui fait des propositions au gouvernement. Donc, depuis que nous avons créé ce parti... C'est ça qu'on appelle l'opposition républicaine. Oui, oui, j'ai refusé. Non, il y a d'autres qui s'appellent comme ça, mais ils ne font rien. J'ai refusé à mes membres de mon parti de commencer à injurier les autorités, parce que l'autorité vient de Dieu. Et nous avons dit, il ne faut pas injurier, mais nous faisons des propositions. Est-ce que vous savez que mon parti politique, sous mon leadership, est le parti qui a mis fin à la taxe RAM? Est-ce que vous le savez? Nous avons été en justice pendant 6 mois. Et la taxe a été annulée. Mais nous étions allés pour 3 choses. Et j'ai dit au peuple congolais, je sais qu'ils sont en train de me poser chaque fois, parce qu'ils voulaient que nous puissions aussi aider au remboursement de leur argent, qui a été indûment perçu. J'avais promis que la taxe sera annulée. La population, le peuple aura son argent et qu'il y aura des réparations qu'on appelle dommages et intérêts. Ma question, c'est de savoir aujourd'hui si la RDC respecte... Non, je suis en train de... Oui, madame. Je suis en train de démontrer comment nous sommes arrivés à une situation catastrophe dans notre pays. Parce que la RDC ne respecte pas, vous le savez très bien. Et puis, j'avais alerté. Quand je parle de lettres que nous expédions, j'avais alerté, il y a même des audios, même si Top Congo, tu peux le savoir, j'avais alerté au gouvernement que c'était une erreur grave d'accepter d'abord que notre pays soit membre de cette fameuse communauté EAC. Premièrement, lorsqu'ils n'ont pas compris, parce qu'ils ne nous comprennent pas, comme ils sont au pouvoir, alors après, j'ai alerté de l'entrée de cette armée au Congo. Donc, vraiment, c'était une erreur grave. Et Moudekereza au pouvoir, la RDC va d'abord se retirer de cette bêtise. Parce que nous devons savoir que nous y entrons et comment nous y entrons. Parce que comment nous allons dire que, ok, l'Ouganda c'est notre partenaire et le Rwanda c'est le Rwanda qui nous agace, qui nous agresse, alors qu'ils sont de frères et sœurs. Vous comprenez, c'est vraiment difficile. Et qu'en est-il aujourd'hui des conditions? Comment jugez-vous aujourd'hui les conditions de nos diplomates à travers le monde? Parce qu'il y a des fois où ils sont déguerpis pour ne pas avoir payé les loyers. Aujourd'hui, une fois président de la République, comment est-ce que vous comptez traiter nos diplomates et soigner l'image de la diplomatie congolaise à travers le monde? Bon, c'est vraiment c'est une bonne matière. Vous savez, nous avons un malheur, je dis toujours aux gens, notre pays a un malheur et ça fait partie du complot international. On a toujours voulu que notre pays ne trouve pas à son sommet des leaders capables de sauver le peuple et le pays dans ces bourbiers-là. Et donc, madame, dites-moi un peu comment on peut comprendre que les pays dans sa forme actuelle, que nous puissions continuer à accepter que des histoires que nous voyons tous les jours, les leaders qui sont là, ils voyagent chaque jour. Le président de la République, pour ne pas les citer, il voyage lui-même pour rencontrer les investisseurs d'après lui, alors que nous avons des services de diplomatie, des ambassadeurs dans tous ces pays-là. Alors que ça, c'est le travail de l'ambassadeur, c'est le travail du ministre des Affaires étrangères qui doit faire ça. Mais bon, il y a cette duplicité où on travaille de manière tout à fait... on s'entrecogne dans les services. Mais pour nous, une fois au pouvoir, nous ferons de sorte que nos diplomates soient d'abord formés avant d'être délégués quelque part. Ils doivent être formés, ils doivent subir une formation
de cette carrière-là. Vous pensez qu'ils ne sont pas formés avant Non, d'être... ils ne sont pas. Où est-ce qu'ils sont formés? Vous êtes journaliste. Est-ce qu'on vous a un jour appelé pour suivre la formation? Il y a ce qu'on appelle l'académie diplomatique qui forme les missions de carrière. Oui, oui. Est-ce que tu as un jour participé comme journaliste pour savoir qu'est-ce qu'ils apprennent dedans? Alors donc c'est ça le problème. Donc nous devons savoir que nous avons des dirigeants qui réellement, au lieu de soigner le pourtour de la plaie, ils mettent le médicament dans la plaie. Et c'est ça le docteur Moudekereza. Donc les diplomates seront bien traités, les maisons diplomatiques seront respectées. Vous savez, je n'ai pas amené mon passeport qui a été perforé en Ouganda, à l'aéroport international d'Entebbe, pour vous montrer combien nous sommes humiliés à l'extérieur du pays. Et nous ne pouvons plus accepter ça, que ça continue. Donc nous sommes déterminés à nous battre pour que nous ayons ces respects que nous avons perdus pendant des décennies. Jacques Moulouba. Oui, Monsieur Moudekereza, la République démocratique du Congo fait partie de beaucoup de regroupements. Nous sommes membres de la SADC, nous sommes membres de la CEAC, nous sommes membres de l'EAC, nous sommes membres de la CIRGL. Une fois au pouvoir, quel est ce regroupement qui vous semble plausible, qui peut faire en sorte que nous puissions y rester? En tout cas, c'est vraiment pertinent. Pour moi, de toutes ces organisations régionales, je n'ai pas trouvé une seule qui est pour les intérêts de notre pays. Pas tous ces gens savent qu'est-ce que la RDC a comme ressources, comme richesse. Et ils sont là pour que nous puissions... Vous savez, vous pouvez être en train de jouer au foot, mais vous accompagnez les autres qui vont gagner ou qui vont remporter la coupe. Vous y allez tout en sachant que vous n'aurez rien. Ça fait partie d'ailleurs des histoires que nous déplorons dans notre pays. Donc on sait que notre équipe n'est pas bien formée, qu'elle n'est pas bien payée, mais on l'envoie pour des compétitions là où nous allons perdre de l'argent parce que le pays contribue. Alors c'est la même chose avec ces organisations régionales ou sous-régionales. Donc nous allons étudier avec le peuple congolais quelles sont les institutions que nous allons maintenir, dans lesquelles nous allons rester. Vous comprenez? Et d'autres auxquelles nous allons sortir. Donc, en commençant par cette histoire des EAC, parce qu'elle n'apporte rien de bon pour notre pays. Monsieur Moudekereza, je vais vous poser quelques questions concrètes en rapport avec le social, la société. Nous avons parlé politique, diplomatie. Alors, dans le secteur de la santé, le pays que vous voulez compter hériter a une politique de la santé aujourd'hui. En ce qui concerne le programme de développement de 145 territoires, le pays a réhabilité ou construit au moins entre 800 et 1000 centres hospitaliers. Aujourd'hui, le pays, qui sera le vôtre demain en tant que dirigeant, a instauré une politique de la gratuité de la maternité, donc la prise en charge des femmes et des enfants. Ça, c'est du concret pour le moment. Alors, demain, quelle sera votre politique en matière de santé? Bon, monsieur le journaliste, c'est du concret pour vous. Et je pense que pas pour moi, pour tout le monde. C'est du concret. Vous pouvez sillonner dans certains centres hospitaliers de Kinshasa ou de province, vous trouverez que c'est la réalité. Merci beaucoup. Ce n'est pas moi qui invente. Je vous le concède, bien que je ne peux pas vous poser des questions. Et je vous ai dit que les dirigeants actuels et passés se donnent surtout la peine de traiter les causes, enfin les conséquences, au lieu de traiter les causes. Moi, Moudekereza ici, j'ai un bon boulot, un bon travail où j'ai un salaire permanent, un salaire décent. Mais je ne peux pas être incapable de payer pour la maternité de ma femme. Alors pourquoi commencer à faire ce qu'on devait faire après, on commence par ça? Pourquoi ça doit être prioritaire? Vous connaissez le nombre de cas de mortalité infantile et maternelle? Monsieur le journaliste. Par manque de moyens pour aller accoucher. Est-ce que vous connaissez aussi les problèmes qu'aura le pays dans les années à venir, à commencer à mettre au monde des enfants, et alors qu'on ne prépare rien pour leur vie à venir? Alors le parent, le mari de ces femmes, peut-être vous... Que les enfants meurent parce que les mamans ont manqué un peu de... On fait des enfants chaque jour parce que la maternité devient gratuite chez vous. Est-ce que vous pensez que la gratuité va favoriser ah oui, la multiplicité? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Attendez un peu. Bon, heureusement, ça va s'arrêter prochainement. Donc, je ne dirais pas attendez 5 ans, vous allez voir. Donc, vous êtes contre la gratuité de la maternité? Je suis contre la gratuité de la maternité et je suis pour l'emploi décent de tout Congolais majeur pour qu'il puisse lui-même prendre soin de la maternité de sa femme. Personne ne peut être incapable de payer la maternité de sa femme. Dans un pays où vous avez 70% des chômeurs,
Vous allez donner cet emploi avec quand moi, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Vous je vais absorber. Vous allez faire des miracles pour que... Ah mais bien, pourquoi pas? Pour que dans moins d'une année, tout le monde ait un boulot. Monsieur le journaliste, nous allons créer des emplois comme jamais auparavant. Je vous dis, le 20 janvier, Moudekereza prête serment. On ne dit pas, vous n'avez pas peur qu'on dise que vous êtes un démagogue, vous ne pensez pas? Non, parce que moi j'ai déjà, comme je vous ai dit, j'ai déjà démontré de quoi je suis capable. Aux États-Unis, même si vous ne voulez pas qu'on en parle, je suis arrivé quand les Congolais, vous savez, il y a aussi des Congolais aux États-Unis. Mais c'est aux États-Unis, c'est pas ici. Non, mais je vais vous donner un petit exemple, parce qu'il y a aussi des Congolais comme ici. D'accord. Il y a des Congolais, surtout de l'Est, qui ont été réfugiés dans des pays de l'Est, et on les a amenés aux États-Unis pour ce qu'on appelle la réinstallation, pour commencer une nouvelle vie. Mais ces gens, si vous arrivez, par exemple en Californie où je réside, ils sont nombreux dans la rue avec des problèmes de santé mentale. Parce qu'on les a trompés, on les a trompés que voilà, une fois ici, la vie sera rose. Vous comprenez? La vie sera rose, tout ça. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons trouvé les problèmes et nous avons décidé de proposer des solutions pratiques au gouvernement américain pour résoudre ces problèmes. Et c'est là que moi, je suis le directeur exécutif d'une ONG qu'on appelle New Neighbor Relief, ça veut dire assistance aux nouveaux voisins. Et à cause de moi, depuis 2017, je dirige cette organisation jusqu'à aujourd'hui, certains réfugiés congolais ont déjà acheté des maisons en Californie. Vous comprenez? À cause de mon organisation. Maintenant, pourquoi je vais continuer à aider les États-Unis, qui sont la première puissance mondiale, au lieu de venir aider mon pays, ma mère patrie, la RDC, qui est par terre totalement? Jacques Moulouba, oui, je vais poser une question en rapport avec l'éducation, donc la scolarité, l'enseignement. Aujourd'hui, dans le pays, il y a ce qu'on appelle la gratuité de l'enseignement de base au niveau primaire. Je sais, ça vous fait rire, mais je vais vous donner quand même quelques chiffres, puisque je suis amoureux de chiffres. Oui. Avant l'instauration de ce système-là, on avait 14 319 437 élèves. Et après l'instauration de la gratuité de l'enseignement de base, on est passé à 20 441 415 élèves. Et puis avec un taux d'augmentation de 6 121 928 élèves. Ça, ce sont les statistiques qui viennent du ministère de l'EPST et qui dénotent une augmentation donc de 43%. Ça, c'est l'état actuel. Alors, demain, vous allez innover, vous allez passer au-delà, vous allez tripler ce taux. Quelle est votre politique en matière d'éducation ou de l'enseignement? Si j'ai d'abord ri, messieurs les journalistes, c'est parce que je vous dis que bon, nous sommes au MDVC, nous sommes à l'école de l'aigle. Nous voyons plus loin que d'autres oiseaux. C'est normal, tout le monde n'est pas un aigle. Puis l'aigle ne vole pas avec des moineaux, comme vous le savez. Mais, messieurs les journalistes, vous avez des chiffres, vous êtes amoureux de chiffres, c'est très bien, c'est bien bon. Mais est-ce que vous savez que pour détruire un pays systématiquement, il faut commencer par détruire son éducation? Quand je vous parle du complot mondial, du complot international, lorsque les Belges ont décidé que notre pays va rester dans cet état, ils ont décidé de détruire aussi notre éducation. Pourquoi nous allons étudier du matin au soir les parties d'un poisson, les nageoires, je ne sais pas moi quoi? Ailleurs, on est en train d'apprendre aux enfants comment faire des innovations. Mais nous, on nous apprend les Soumanguru Kanté, les rois doubles des mers, je ne sais pas. Donc, nous sommes imposés des histoires qu'on ne peut pas faire ailleurs. Et puis, après avoir donné aux Belges 48 heures pour quitter notre pays, il a laissé toute sa richesse ici, nous sommes rentrés encore demander aux mêmes Belges de concevoir notre système d'éducation. C'est ce que vous connaissez la coopération technique belge. C'est elle qui fait de manuels d'éducation au Congo. Et quel est votre plan, justement? Maintenant. Quel est le plan Moudekereza? Oui, messieurs les journalistes, le peuple doit comprendre où est-ce que nous sommes, d'où est-ce que nous venons, où est-ce que nous sommes, où est-ce que nous allons. Donc quand j'interviens un peu, je démontre la problématique actuelle. Il faut comprendre qu'il y a une raison pour laquelle je fais cela. Parce que c'est de là que nous partirons pour corriger les choses. Vous comprenez? Et donc, la gratuité de l'enseignement est constitutionnelle. C'est une disposition constitutionnelle. Je ne suis pas tout à fait contre ça. Mais la procédure, comme un expert en gestion de projets de développement, la gratuité de l'enseignement devrait être planifiée. On ne peut pas décréter une gratuité de l'éducation dans un pays. On ne peut pas décréter ça. Ça doit se planifier. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il paraît, et vous êtes ici, mais je ne suis pas ici,
Est-ce que vous savez que dans la salle de classe, on a plus de 50 élèves aujourd'hui, ou même 80, même 100, avec un seul enseignant qui a faim, qui n'a pas de salaire décent, qui ne sait même pas comment sa famille va vivre demain. Et c'est ce même enseignant à qui on demande vraiment d'encadrer tous ces enfants. Aux États-Unis, par exemple, c'est juste un exemple, une classe compte 14 élèves avec 2 enseignants, l'enseignant titulaire et l'assistant. 14 seulement. Si c'est plus, c'est impossible. Et c'est ça que vous voulez instaurer ici? C'est le même système? Le même système va venir ici, mais après autant d'années, une vingtaine, cinquantaine d'années. Mais d'abord, prochainement, dès qu'elle est au pouvoir, qu'est-ce que nous faisons? La gratuité de l'enseignement, nous allons la laisser. Je pense que vous attendez que je dise qu'on va l'annuler. Non, on ne va pas l'annuler. On ne va pas l'annuler, mais nous allons corriger. C'est comme un médecin fait une opération chirurgicale. Il y a une erreur, il laisse un bistouri à l'intérieur de la personne, puis après il fera une réparation. Nous allons réparer, parce que je suis du secteur de l'enseignement, j'ai enseigné. Okay. Il nous reste 5 minutes. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui la gratuité de l'enseignement a détruit la qualité? Parce que vous parlez d'un surpeuplement des salles de classe. Cette fameuse gratuité qui a été décrétée au lieu d'être planifiée en amont, détruit l'éducation de notre pays, et les Belges et les autres sont contents. Parce que, si je peux vous dire, madame, si vous avez des enfants, je ne sais pas, un enseignant, moi je suis un enseignant, j'ai touché la craie, des marqueurs et tout, un enseignant qui ne sait pas comment il va manger chez lui le soir, vous lui flanquez 80, 100 élèves dans sa classe, il ne saura pas contrôler la classe. Comment il va enseigner? Alors, il paraît que même aujourd'hui, même quand il pose des interrogations, il commence à faire les choix multiples. Oui ou non. Et ça devient oui ou non. Alors vous dites non, oui. Et même quand on dicte le point à l'enseignant, on demande, parce qu'il y a un pléthore de la classe, et on demande, l'enseignant demande, tel, vous avez combien? Les élèves dictent le point. Alors qu'à l'époque, nous étions en train de circuler, vérifier élève par élève combien il a eu. Et donc, c'est très difficile de comprendre ce qui se passe aujourd'hui parce que les dirigeants que nous avons eus jusqu'aujourd'hui sont des gens qui ne comprennent rien du tout de ce qu'ils font et ils se contentent de gérer, de s'attaquer aux conséquences au lieu de s'attaquer aux causes. Et tant qu'on va en rester là, nous allons continuer à pleurer. Docteur Justin Mdekereza, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Nous vous avons laissé vraiment vous exprimer. Et je crois que vous avez aussi fait preuve de cette correctitude. Alors, je vais vous poser 2 questions. La première, je vais vous la poser au début. Il y a comme certains qui disent que tout en venant des États-Unis, vous serez un candidat à l'étranger. Vous êtes quelqu'un qu'on a préparé un peu. Vous parlez d'indépendance, mais en réalité, vous êtes quelqu'un envoyé par ces forces qui ont détruit les pays. Voilà. C'est une première question que je vous pose. Et si vous répondez très rapidement, je vous donnerai l'occasion de clôturer cette émission. Oui, je peux même compléter. Et un candidat à qui on a donné les moyens pour venir se présenter au Congo. Très bien. En tout cas, permettez-moi, et devant face ouvert, qu'est-ce que je dis là? En anglais, on dit face. Donc, visage ouvert au peuple congolais. Je vais vous dire ceci. Je ne suis pas un candidat fabriqué par qui que ce soit. Je vais vous donner des preuves. Pour preuve, je vous ai dit, j'ai publié ces livres et je parlais de multinationales qui pillent notre pays. À la page 61, vous allez voir, j'ai donné une liste de ces instituts, de ces multinationales qui pillent notre pays. Quelqu'un d'autre de ces 26 candidats ne fera pas ça. Alors, ensuite, il y a ces livres ici que j'ai appelés A word of warning to the world, ça signifie un mot d'avertissement au monde. Donc j'ai averti le monde entier sur les problèmes de la RDC. Donc ces complots internationaux, j'en parle ici. Donc si j'étais candidat de quelqu'un, je ne ferais pas des choses pareilles. Et puis, tenez-vous bien, je n'ai pas fait ça parce qu'il y aurait élection. Je ne savais pas qu'un jour il y aurait élection ou que je serais candidat président de la République. Donc je suis là tout le temps, je suis écrivain, je travaille, j'écris sur la justice sociale. Et quand j'écris sur la justice sociale, je parle de problèmes de ma mère patrie, la RDC. Vous comprenez? Et donc, j'ai même été en coalition, je peux vous dire ceci, j'étais en coalition avec le docteur Denis Mukwege au début. Je l'ai appelé, je lui ai dit, docteur, j'ai appris que
vous avez préparé d'être candidat aux prochaines élections. Mais moi, je suis du Sud Kivu et vous êtes du Sud Kivu aussi. Et si nous allons en Nord dispersé, nous allons montrer au peuple que nous y allons à cause de nos propres intérêts, mais pas les intérêts du peuple. Est-ce que nous pouvons travailler ensemble? Alors, on a fait beaucoup de réunions. Je peux même vous montrer certains messages dans mon téléphone. Et vous n'êtes pas arrivé à vous entendre? Oui, oui, je ne fais pas ça. Mais je dis je peux. Mais pourquoi est-ce que je me suis séparé d'avec lui et devenir candidat indépendant moi-même? Il est aussi candidat pour lui-même. Donc, lorsqu'il viendra ici, posez-lui la question. Le docteur Mudekereza nous a dit que vous étiez en coalition. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi il a décidé de vous laisser, de vous quitter? Donc, très bien. Nous lui poserons la question si nous avons la chance de l'avoir ici. Oui, il est le numéro Alors, 15. Je vous pose une dernière question. Je sais qu'on n'a pas abordé toutes les thématiques. C'était à titre indicatif. Excusez, messieurs les journalistes, parlant de financement de ma campagne électorale, dans les coulisses, parce que vous êtes Congolais au-delà d'être journaliste, je vais vous montrer un message. De l'argent, de la caution d'abord. Je vous en prie. Oui, oui. Je vous en prie. Non, écoutez, vous avez... Non, je vais répondre à sa question parce qu'il parlait du financement. Du financement, oui, je vous en prie. Électorale. Je refusais les financements des entreprises des États-Unis. Ça, je vous l'ai dit très, très bien. Et quand je préparais venir ici, en tout cas, bon, imaginez-vous, je suis un directeur exécutif d'une organisation aux États-Unis. Je frappe à des portes, je reçois des financements pour les projets de développement aux États-Unis. Mais quand je viens pour me présenter à la présidentielle en RDC, je pouvais avoir beaucoup de fonds, si je voulais. Mais je ne pouvais pas demander de l'argent des gens que je suspecte fait partie de ces systèmes que nous vivons aujourd'hui. Même merci, pour la docteur. Caution, je payais seul. Je vous en prie. La campagne va commencer. Vous aurez l'occasion de passer dans d'autres médias. On ne va pas tout expliquer aujourd'hui ici. Ouais. Je voudrais vous demander, vous êtes du Sud Kivu, de parler un tout petit peu pour clôturer en Swahili. Adressez-vous à cette population qui peut vous entendre dans cette langue nationale et qui peut certainement comprendre certaines choses dans cette langue. Asante sana bwana journalist. Nashukuru sana watoto wa Kivu. Niko mtoto wa Sud Kivu lakini tuko watoto ya Kivu. Napenda kuambia kwamba kwa leo nchi ya mababu zetu iko chini sana na dunia mzima haitupendi, inatuonelea. Hivi tunapata bahati ya kuchagua rais wa mpya, mtoto wenu Dr. Justin Mudekereza, ambaye mnamjua vizuri, ambaye amejitolea kulamusha nchi ya mababu, ambaye ye mwenyewe amekuwa naye torture, amemkatakata na bisu, ile yote naye ameipita ndani, anaweza kuwatosha katika hali ya mbaya ambayo mko ndani. Maendeleo tunayafanya, tumefanya kwetu, tumefanya nchi za kigeni, na hapo Marekani kwenye naikala ninafanya kazi ya maendeleo. Niliona siwezi endelea kusaidia nchi ya Marekani, iko mbele tayari, niache nchi ya mababu zangu kwenye watu wanateswa. Asante sana. Namba yangu ni 14 na najua siku ya uchaguzi mtachagua namba 14. Merci, docteur Mudekereza. Pensez-vous avoir convaincu ce soir? Bon, en tout cas, c'est au peuple de décider. Mais moi, je me dis, je suis au service de mon peuple. Je suis déterminé de me mettre à son service. C'est à lui de décider. Mais pour la dernière fois, parce que je suis un enfant de Dieu, j'ai toujours voulu commencer par un verset biblique et terminer par un verset biblique. Si j'allais commencer par un verset biblique, je donnerai l'histoire de David et Goliath pendant ces élections. Et nous allons assister à cette scène de David et Goliath. Goliath se croyait beaucoup dans son armée, dans sa force. Mais David croyait dans la force de l'Éternel. Et à la fin, pour le verset de la fin, c'est dans Jean chapitre 5, verset 1 jusqu'à 7 ou 9. Et là, ça dit ceci, l'histoire où les gens devaient passer dans une piscine pour être guéris. Et quelqu'un était là, très malade pendant longtemps. Jésus-Christ est venu, il lui dit, mais moi je suis très malade, ça fait très longtemps. Mais quand je cherche à me jeter dans la piscine, d'autres m'empêchent. Et je n'ai personne pour me jeter dedans. Mais Jésus lui a dit quoi? Parce que vous savez, le Christ était capable de le prendre, de l'aider et de l'amener dans la piscine. Il pouvait même appeler quelqu'un, dire, hey, aide ce monsieur qui est malade depuis très longtemps. Mais il lui a dit quoi? Lève-toi, prends ton lit et marche.
Et j'ai dit ça au peuple congolais, le 20 décembre, vous avez la possibilité de décider de vous lever et de faire se lever notre pays. Et nous aurons pour la première fois dans l'histoire de notre pays un changement, le vrai changement que nous appelons le vrai changement. Merci. Et les choses ne seront plus les mêmes. Merci, Dr Justin Mdekereza. Merci à Jacques Moulouba. Merci à Myriam Boketou. Merci aussi à vous, amis téléspectateurs, qui avez suivi ce spécial présidentiel 2023. Ça n'a pas été facile. C'est un homme qui a beaucoup de choses à dire et nous avions beaucoup de questions à poser. Mais je pense que dans cet exercice, le plus important, c'est que nous avons accompli notre devoir et il a accompli aussi le sien. Nous allons donc nous séparer. Je voudrais vous saluer, docteur Mdekereza, pour... Merci, moi, vous aussi.